Donner la parole sur la clôture de ce congrès, même si c'est toi qui vas intervenir, clôturer le congrès de la région. Camarades, ça a été un vrai plaisir de venir partager ces 2 jours, oui 2 jours, parce qu'on est arrivé mardi, ces 2 jours avec vous sur ce congrès de notre région Poitou-Charentes-Limousin. C'est vrai que tantôt c'est dans un sens, tantôt c'est dans l'autre, mais les camarades, les statuts sont tels que notre région fédérale, c'est la région fédérale Poitou-Charentes-Limousin. Que chacun dans cet intitulé, il retrouvera sa place, il retrouvera ses convictions, il retrouvera non pas son identité, parce qu'elle est identique sur tous les départements de notre région, mais il retrouvera son engagement militant. Merci à vous. Merci à vous pour votre présence, parce que à congrès régional, un moment important, c'est comme l'Assemblée Générale, c'est comme un congrès de GD, un congrès régional, c'est l'instance où l'ensemble de nos responsables et locaux et départementaux de la région fédérale se réunissent, débattent, construisent l'orientation de notre organisation syndicale qui permettent à nos délégués fédéraux de s'appuyer lors de leur participation au comité régional, au comité national. Merci à Gilles et Nadia et à toute l'équipe de la Corrèze et aux camarades d'Ussel, pour nous avoir accueillis, organiser ce congrès, un fort beau congrès dans une belle salle où tout était au cordeau, au millimètre, pour que chacun se sente bien, que chacun participe à un congrès sans avoir des soucis d'organisation, de contingentement, et ce qui est quand même aussi très important pour le bien-être et l'organisation du congrès. Et puis un petit mot à Titus. Alors il discute. Voilà. Un petit mot à Titus, mais je sais que c'est un camarade humble, hein, qui est rempli de conviction et d'engagement, mais Titus, je me souviens de la création du syndicat. Je me souviens de la création du syndicat d'Ussel. À cette époque-là, j'étais régional pour la branche des services publics, avec Dominique Bory, qui était là parmi nous hier. Et une petite pensée, Titus, aux camarades de ce tandem que vous formiez. Là, il y a quelque temps, et 2 camarades qui faisaient les choses sérieusement et qui les font toujours très sérieusement et quelquefois sans trop se prendre au sérieux. Et c'est ça qui a fait que ce syndicat existe, continue, que Titus et l'ensemble des camarades d'Ussel continuent à déployer et à continuer à faire vivre. Et je voulais juste se souvenir un petit peu de camarades qui ont contribué à créer des syndicats et puis de continuer à faire vivre ce syndicat. Merci Titus et merci encore à l'ensemble des camarades de la Corrèze et du GD et du CEL. Camarades qui disent... Et puis, ce congrès régional s'inscrit dans une tradition. Alors, on va dire, cette tradition, est-ce qu'il faut les continuer ou pas les continuer? Il y a des statuts, les choses évoluent. Mes camarades, dans le syndicalisme et dans la vie de la maison Force ouvrière et de notre région, cette tradition de faire que un congrès dans un département, un congrès dans un autre département, essayer de maintenir, autant faire se peut, parce qu'il faut trouver les installations, il faut trouver l'infrastructure, mais essayer de continuer à ce que ce congrès, les congrès de la région fédérale continuent à s'organiser une année dans un département, le coup d'après dans un autre, continuer, je ne veux pas dire ce turnover, mais cette rotation, parce que la région fédérale, c'est 7 départements. C'est 7 départements et qu'ils sont tous constituent cette région. Vous savez, Didier a rappelé
d'histoire un peu, et l'ensemble des camarades issus de cette région qui ont participé à la vie de la fédération, à la construction de la fédération. Jean-Marie Bello disait la fédération, c'est pas Paris. Quelquefois, il y avait des rassemblements de GD ou des comités nationaux un petit peu excentrés, où il y avait quelques difficultés d'accès. Jean-Marie Bello disait la fédération, c'est pas Paris. Et mes camarades, la région, c'est pas Poitiers, c'est pas La Rochelle, c'est pas Limoges. La région fédérale, c'est la Creuse, c'est la Corrèze, c'est la Charente, c'est la Charente-Maritime, c'est les Deux-Sèvres, c'est la Vienne et c'est la Haute-Vienne. Donc mes camarades, continuer à organiser dans chaque département ce congrès, parce que les militants aussi, quelquefois qui sont tout loin de ce fonctionnement de nos structures, il faut qu'ils s'en approchent un petit peu et s'en apprennent. Donc, merci au bureau régional, pardon. Jean-Bernard m'a transmis un peu son tic d'hier, donc il va falloir que je me reprenne quand même, que je sois un peu sérieux. Merci au bureau régional et aux deux secrétaires régionaux, délégués fédéraux, de nous avoir accueillis, d'avoir organisé ce congrès et de faire surtout vivre la région. L'engagement au bureau fédéral, c'est pas un titre, mes camarades, c'est pas une carte de visite. Les cartes de visite à Corse ouvrière, ça ne nous intéresse pas. C'est effectivement continuer un peu plus au niveau de la région. Au niveau de la région, de développer notre action syndicale, développer force ouvrière, développer ce syndicalisme libre et indépendant. Alors, au-delà de ce congrès, mes camarades, l'année 2018 va être une année très intensive. Je dirais que, en quelque part, c'est un petit peu le congrès, pour vous, le congrès régional qui marque le point de départ de cette année 2018. Même si je sais que vous avez déjà commencé. 2018, à la fin du mois d'avril, c'est le congrès confédéral. C'est le congrès confédéral, ça va être un moment très important dans la vie de notre organisation syndicale, de la confédération. Il va y avoir un changement de secrétaire général de la confédération. Mes camarades, c'est un moment important et je vous invite, autant faire ce peu, là aussi, de participer à ce congrès confédéral, parce que notre fédération est partie prenante dans la confédération et les syndicats de notre fédération. S'ils le peuvent, il faut participer au congrès confédéral et faire remonter, mes camarades, tout ce que vous avez dit ici, par vos interventions au congrès confédéral sur la situation des établissements hospitaliers, sur la situation dans les collectivités territoriales, les témoignages que nous avons eus hier, des témoignages très forts, mes camarades, et je ne voudrais pas les citer parce que j'en oublierai, mais des témoignages qui sont le reflet d'engagement militant, d'engagement de camarades qui veulent défendre le service public, les agents dans le service public avec un statut, défendre leurs conditions de travail. Mes camarades, c'est le contexte actuel, et là aussi, il faut le porter au congrès confédéral. Ensuite, ça va se poursuivre, mes camarades. Ça va se poursuivre avec les élections professionnelles. Élections professionnelles, vous allez me dire, on y est déjà dans les élections professionnelles. On va monter en puissance, et jusqu'au bout, il va falloir aller chercher les listes, essayer de proposer encore un peu plus de listes qu'en 2014, mes camarades. La différence avec les autres organisations syndicales qui sont devant nous, c'est le nombre de listes qui déposent plus que nous, mes camarades. La règle, l'équation, elle est très simple. Alors, on ne boit pas de chocolat. Donc, mes camarades, il va falloir déposer des listes, et puis en même temps, aller chercher des voix. Il n'y a pas de petites voix, de voix plus importantes que d'autres. Il va falloir aller chercher toutes les voix, mes camarades. Il va falloir aller les chercher avec les dents, avec les ongles, se battre pour que les agents qui sont un peu loin de tout ça, qui ne s'intéressent pas à la chose, s'impliquent et soient complètement concernés par ces élections professionnelles. Donc mes camarades, il ne va pas falloir baisser la garde. Une étape est passée, mais il y en aura une autre avec les élections professionnelles. Et puis, comme si ça ne suffisait pas,
comme si ça ne suffisait pas, mes camarades, eh ben, à l'issue, on aura tout juste terminé les élections professionnelles, souffler 2 minutes, parce que ça va vraiment être le cas, alors on va souffler un petit peu pendant les fêtes de fin d'année, il y aura le congrès fédéral. Le congrès fédéral du 14 au 18 janvier 2019, juste après les élections professionnelles à Rouen. Et là, mes camarades, ça va être encore un moment intense dans la vie de notre organisation, dans la vie de notre fédération. Et là aussi, nous comptons sur vous pour que vous puissiez vous déplacer, vous devez vous déplacer, venir à ce congrès fédéral pour faire vivre ce congrès et soutenir et nous donner les orientations pour la fédération pour les années à venir, mes camarades. Tout ça, c'est la vie de notre organisation. Ça paraît quelquefois un peu lourd, un peu compliqué ou difficile, parce que rien n'est compliqué, quelquefois un peu difficile. Et mes camarades, ça, c'est la vie d'une organisation démocratique. C'est la vie d'une organisation démocratique. La force ouvrière, vous savez, camarades, on a vécu quelques turbulences, vous savez, quelques questionnements, c'est pas de turbulences, au mois de septembre dernier, avec les ordonnances, avec le questionnement, est-ce qu'on va aller dans la rue, est-ce qu'on va refaire 2016, mes camarades. On s'est posé des questions, y compris sur notre secrétaire général de la Confédération, mes camarades. Et puis, certains disent, mais c'est pas possible, quoi, c'est pas possible, on ne peut pas être dans cette situation, mes camarades. Et puis, il y a eu le débat dans l'organisation. Il y a eu le débat au CCN. Il y a eu le débat, il y a eu une résolution qui a pris une orientation avec une action interprofessionnelle à la mi-novembre. Mais mes camarades, il n'y a qu'à Force ouvrière qu'on connaît ça. Il n'y a qu'à Force ouvrière où les structures ont dit, on ne comprend pas. Il faut qu'on aille dans la rue, certains y sont allés, même si notre organisation syndicale n'appelait pas. Mais mes camarades, dans tout ça, dans toute cette analyse, ce qui a été le plus fort, ça a été le débat. Ça a été le débat, il y a eu l'échange d'idées, il y a eu la conviction de chacun, et personne n'est resté figé sur ses positions et a refusé le dialogue et a refusé le débat. Le CCN a pris une orientation, il y a eu une résolution, et mes camarades, quelle autre organisation syndicale peut se vanter que c'est la base qui a fait remonter, qui a fait réfléchir, qui a amené le débat, mes camarades. Et c'est ce fonctionnement qu'il faut garder. Il faut garder parce que, mes camarades, il n'y a qu'une chose qui nous attache, il n'y a qu'une chose qui nous porte, c'est les intérêts matériels et moraux de la classe ouvrière, des agents, pour ce qui concerne l'hospitalier et territorial. Donc mes camarades, tout ça, ça doit exister, ce fonctionnement au plus proche dans les structures. Une assemblée générale de syndicats, mes camarades, une assemblée générale de syndicats, c'est pas anodin. C'est pas anodin, c'est pas une contrainte. C'est faire vivre la structure syndicale au plus proche du terrain, au plus proche des agents, et qu'il y ait l'expression démocratique. Et puis, alors je ne sais pas trop comment ça se passe dans la fonction publique hospitalière, et mes camarades, on l'a évoqué en branche, mais je pense qu'il faut le mettre, non pas au débat, mais à l'expression ce matin pour que l'ensemble de notre fédération soit informé. Vous savez, il y a eu la rénovation du dialogue social en 2010-2012, avec ce cycle électoral, la représentativité suite à l'accord interprofessionnel, et puis on pensait que 2014 allait être un chamboulement dans le cadre de la représentativité, dans le cadre de redistribution des organisations syndicales représentatives. In fine, quand on regarde, pour la fonction publique, je parle, quand on regarde celles qui sont autour de la table des discussions, celles qui sont autour de la table de l'instance consultative de la fonction publique dans son ensemble, eh bien, il y a toutes les organisations syndicales. Il y a toutes les organisations syndicales. Alors, le gouvernement de l'époque a trouvé, parce que si on fait le total de toutes les lois, il y en aurait quelques-unes qui ne devraient plus être à la table des discussions. Et puis à l'époque, le gouvernement a trouvé une méthode de calcul pour qu'elles soient toutes là.
toute façon, mes camarades, en tout état de cause, c'est pas fini. Et je l'ai dit hier, et je le répète ce matin, c'est pas vous mettre la pression, c'est pas mettre la pression, mais mes camarades, aujourd'hui, sur les élections professionnelles de 2018, dans la fonction publique territoriale, un syndicat qui n'a pas fait son assemblée générale annuelle, qui n'a pas déposé les statuts et la composition du bureau en mairie, risque d'être fortement ennuyé, même embêté, voire ne pas accepter les listes, parce qu'il y a une nouvelle obligation dans le cadre de la représentativité, la représentation équilibrée des camarades. Donc, c'est une disposition extrêmement importante pour avoir communication de mes camarades, pour avoir communication des ratios femmes-hommes. Il y a obligation de déposer les statuts, alors il y a obligation de manière continue, mais pour avoir communication, il faut que le syndicat ait déposé, communiqué à l'autorité territoriale les statuts et la composition de son bureau syndical. Mes camarades, j'insiste, alors c'est fait régulièrement, c'est fait de manière annuelle, et veiller à ce que cette disposition soit très respectée. Et puis mes camarades, les élections professionnelles, on en a beaucoup discuté hier après-midi, on a parlé de com, on a parlé de plein de choses, hein, de la réglementation. Les camarades, les élections professionnelles, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Elles se gagnent sur l'action militante que vous avez conduit tout au long du mandat depuis un certain nombre de temps. Hein, je suis un peu loin de la région fédérale. Je suis un peu loin de la région fédérale parce que nos responsabilités nous conduisent à être à la fédération à Paris. Mais bon, on discute quand même. Hein, on discute avec Jean-Bernard. Je regarde un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, comme tout le monde, dans la presse. Bah, il y a des conflits dans la région. Hein, il y a eu des conflits, il y a des conflits en cours, il y a eu des conflits concernant le temps de travail, l'organisation du temps de travail, les régimes indemnitaires. Et mes camarades, vous avez mené le combat et vous continuez à mener le combat. Et c'est là, mes camarades, c'est au travers de votre action militante que vous conduisez au quotidien pour défendre les intérêts de nos collègues. C'est ce travail que tous les jours vous conduisez qui sera reconnu au moment des élections. Il n'y a pas de mystère. Alors peut-être qu'une affiche va apporter quelque chose, peut-être que la participation de Pascal Pavageau à un meeting ici et là va rebooster les équipes et soutenir les équipes parce que des fois elles sont un peu fatiguées. Mes camarades, le résultat des élections, c'est le travail militantisme et vous le savez fort bien. Et puis, camarades, tout ça, ça se situe, hein, tous ces événements, toutes ces échéances, se situent dans un contexte politique, dans un contexte d'attaque contre la fonction publique qu'on n'a jamais, je dirais, atteint aujourd'hui. Et donc, oui, le gouvernement, le président de la République actuelle, a annoncé la couleur pendant la campagne électorale. Alors souvenez-vous, il y a eu des enchères. Il y en a un, elle dit c'était 250 000 suppressions de postes dans la fonction publique. Et puis après, il y a eu d'autres chiffres qui ont été avancés. Le président a dit 820 000. Le président actuel a dit 120 000, dont 70 000 dans la fonction publique territoriale. Camarades, c'était la première fois où les choses étaient clairement annoncées, clairement chiffrées sur les suppressions de postes dans la fonction publique territoriale. Je me souviens, il y a quelques années, on était un peu dans la fonction publique territoriale, je ne vais pas dire épargné, mais on était un petit peu loin de tout ça, parce que le nombre, les 36 000 communes, les établissements, les départements, je veux dire que autant de collectivités que de patrons. Et que la libre administration, on se posait la question comment ils arriveraient à force, comment ils arriveraient à remettre en cause les fonctionnaires territoriaux et les missions de services publics de proximité. Alors, c'est arrivé, ils y sont arrivés. Il y a eu une succession de lois. Hein, ça a commencé en 2010, avec la réforme des collectivités territoriales.
Et puis après, il y a eu la loi NOTRe, il y a eu la loi MAPTAM, il y a eu la loi, alors dans le désordre, la loi sur les nouvelles régions. Mes camarades, tout ça a contribué. Tout ça a contribué à déstructurer, à détricoter la fonction publique territoriale. Puis aujourd'hui, il y a, alors mes camarades commencent à le voir, commencent à en prendre conscience, mais même au-delà d'en prendre conscience, on commence à en voir les effets pervers. Il y a eu la loi de finances 2018, mes camarades. J'ai expliqué hier, mais je pense qu'il faut qu'on le partage avec les camarades de la santé. Il y a eu la loi de finances 2018, et puis la décision du gouvernement d'encadrer la hausse des budgets de fonctionnement des collectivités territoriales et des 320 plus grosses collectivités territoriales, mes camarades. Je le disais hier, vous savez, notre fédération, elle est bicéphale. Services de santé, services publics territoriaux. Et puis, une fois de plus, parce qu'il y a plein de choses qui nous unissent, mais une fois de plus, il y a encore quelque chose qui nous unit encore plus que tout dans l'attaque contre le service public de proximité. C'est cette mesure. Vous avez l'ONDAM, eh bien, ils sont en train de nous mettre l'ONDAM de la fonction publique territoriale. En encadrant les budgets de fonctionnement des 320 plus grosses collectivités, alors vous allez me dire, mais bon, c'est que 320, mais c'est les plus grosses. Parce que le gouvernement actuel, le service public de proximité rurale, il s'en fout, hein. Ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Il est sur la mondialisation, il est sur la capitalisation, il ne l'intéresse que les grosses collectivités. Parce qu'il faut donner au marché le service public de proximité. Et donc cette mesure, mes camarades, pour 2018, la hausse du budget de fonctionnement des collectivités territoriales, des 320 plus grosses collectivités territoriales, c'est 1,2% d'augmentation. 1,2%, les camarades, sous le budget de fonctionnement, tout ce qui est photocopieur, fourniture, c'est à l'os. Il y a un moment donné, aujourd'hui, il ne peut pas faire mieux parce que ça fait quand même 5 ans où il y a eu des baisses de dotation globale de fonctionnement pour les collectivités. Donc aujourd'hui, elles sont à l'os. Elles ne peuvent pas faire mieux, quoi. Alors, peut-être économiser 3 feuilles par-ci, 1 litre d'essence par-là, quelques postes de fonctionnement des services. Et après, l'autre gros poste sur lequel il faut faire des économies, mes camarades, c'est la masse salariale. C'est la masse salariale. La masse salariale dans les budgets de fonctionnement des collectivités territoriales, c'est 70%. C'est 70%. Donc, mes camarades, nous aussi, aujourd'hui, malheureusement, comme vous, il va falloir qu'on se... Pas malheureusement, mais il va falloir qu'on se batte contre ces mesures d'austérité et cette attaque contre le service public. Mais c'est pas que pour 2018, c'est 2019, c'est 2020, et c'est les préfets qu'on la main. On se demandait, quand on a pris connaissance de cette mesure, on se disait, mais c'est pas possible que ça aille au bout, parce que c'est complètement anticonstitutionnel. Dans la fonction publique territoriale, les maires, les élus, ont la libre administration des collectivités. Ont la libre administration des collectivités. Et que la loi ne peut pas leur imposer. La seule chose qu'elle peut leur imposer, c'est d'avoir un budget en équilibre. On disait, c'est pas possible que le gouvernement puisse en mettre en place cette mesure. Mais mes camarades, la loi elle a été votée, elle n'est pas anticonstitutionnelle, et ces mesures sont en train de se mettre en place. Donc mes camarades, il va falloir veiller au grain. Il va falloir veiller au grain et mener les combats. Parce que ça y est, certaines collectivités d'autorité ont trouvé la solution pour rentrer dans la hausse des budgets de fonctionnement. C'est suppression de postes. Chambéry, c'est 20 postes dans les écoles qui vont être supprimés. Ailleurs, ça va être un certain nombre de postes. Donc mes camarades, ça va atteindre dans ces grosses collectivités, ça va se déployer. Donc il va falloir, mes camarades, être très vigilants et batailler. Alors au-delà des postes, ça va être là aussi la remise en cause du temps de travail. Comme si, alors c'est pas nouveau la remise en cause du temps de travail dans les collectivités. Ça fait quelques mois et quelques années que c'est déjà enclenché. Vous savez, le fameux 1607 heures. Le fameux 1607 heures
soi-disant les fonctionnaires territoriaux ne font pas et qu'il faut absolument atteindre, et ce qui conduit à la remise en cause dans le cadre des regroupements intercommunaux, dans le